Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 98e épisode dans lequel nous allons parler marathon avec mon invité. Mais avant, je voulais faire un petit point sur mon actualité de la semaine. Alors avec un retour en force, celui de la chaleur, vous l'avez constaté, et moi qui ne suis pas friand de ces températures très importantes, eh bien j'ai suivi les conseils du doc Fabrice qui dans l'épisode 51 nous indiquait qu'il fallait justement aller adapter son corps à la chaleur. Alors c'est ce que j'ai fait sur les 2-3 dernières séances, j'ai couru sur des horaires où la température était encore importante, mais je dois avouer, ce n'est pas la période et l'horaire que je préfère. Moi, je préfère être à la fraîche le matin sur des températures bien plus confortables. Alors, ce fut une semaine tranquille avec des séances de côte, de piste, de spécifiques 10 km et le dos tient. Donc ça, c'est plutôt rassurant et ce qui m'encourage pour les prochaines semaines. Voilà un petit peu quelle a été mon actualité de la semaine. Passons donc maintenant à la présentation de mon invité du jour. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Lucie dans cette longue interview dans laquelle nous allons parler de son aventure vers le marathon. En effet, après de nombreuses années de pratique, après avoir réalisé plusieurs semi-marathons, Lucie avait un défi en tête. Celui de parcourir les 42 km 195 du marathon de Paris. Après 2 tentatives infructueuses, elle n'était pas allée jusqu'au bout de son projet. Lucie a fait appel à moi en novembre dernier pour que je puisse l'accompagner sur ce projet et que nous cheminions ensemble jusqu'à cette échéance du 3 avril 2022. Mais je ne vais pas vous dévoiler dès l'introduction l'issue de cette course donc à laquelle Lucie a pris part. Nous avons discuté pendant cette longue interview des bienfaits de la course à pied dans son quotidien, ce qu'elle éprouve quand elle met ses baskets. Vous allez voir que Lucie est quelqu'un de généreux, quelqu'un de méticuleux et qui, malgré les embûches, ne baisse jamais les bras. À travers cette interview, vous allez retrouver le portrait d'une jeune femme, maman, active professionnellement, qui arrive à intégrer la course à pied dans son quotidien. Et cette course à pied lui procure de nombreux bénéfices. Vous le verrez, et Lucie nous exposera comment le marathon l'a transformée. Quels enseignements elle a pu en tirer et qui aujourd'hui pourront se transposer dans sa vie personnelle et professionnelle. Alors Lucie, je tenais à te remercier d'avoir osé franchir le pas de cet enregistrement de podcast quelques semaines après donc ce 3 avril dont je ne dévoile pas l'issue. En tout cas, merci de ta confiance, merci de ces échanges que nous avons pu avoir durant toute cette préparation. Moi, je vous laisse en compagnie de Lucie pour son rêve du marathon. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir Lucie, merci d'être l'invitée du podcast aujourd'hui. Alors on va parler marathon. Marathon qui est un long chemin, un rêve que tu as réussi à accomplir après de nombreuses années de course à pied. Tu l'as enfin touché du doigt et félicitations à toi tout d'abord pour ce marathon accompli. Mais avant de parler donc de ce long chemin qui t'a conduit jusqu'au marathon, je vais te laisser te présenter et te remercier d'être l'invité du podcast. Bonsoir Seb, merci à toi de m'avoir invitée. Donc je me présente, je m'appelle Lucie Maud, j'ai 36 ans, bientôt 37 à la fin de la semaine. Voilà, je suis maman d'une grande fille maintenant qui a 9 ans et d'un deuxième enfant qui malheureusement est né sans vie. Et je suis dans la vie cadre dans la fonction publique et j'habite au Havre depuis bientôt 4 ans. Alors, pourquoi tu cours ? Quelles sont finalement les raisons qui t'ont poussé à courir ? Et est-ce que tu es sportive depuis ta plus tendre enfance ? Je peux dire que je vais commencer par pourquoi je cours. Je cours parce qu'en fait, ça m'a permis de trouver mon équilibre parce que la course à pied est vraiment ma bulle à moi.
Donc comme je suis hypersensible, en fait, souvent j'ai pas mal, comment dire? Ça me permet d'évacuer un peu, d'extérioriser. C'est vraiment, ouais, utile, comme je disais, à mon équilibre et puis à mon bien-être, tant, mental, que physique. J'ai toujours, je pense, eu l'esprit, sportif, sans forcément, l'avoir été. Mais ouais, je pense que voilà, je cours depuis maintenant, 9 ans de façon régulière et puis depuis plus longtemps que ça, en fait, de manière, hachée, on va dire. Voilà. Dans ta pratique sportive, la course à pied, tu le pratiques où? Là où tu habites? Plutôt urbain? Plutôt trail? Qu'est-ce qui te plaît dans la course à pied? Alors le trail et moi, ça fait pas bon ménage parce que j'ai pas forcément une bonne vue, donc les racines, je les vois pas et souvent, c'est un un aller simple, vers la boue. Non, moi je suis très urbaine et depuis que j'habite, Le Havre, ben, j'avoue avoir la chance de pouvoir, courir au bord de la mer. C'est un passage, nécessaire, on va dire, lors de mes sorties. Parfois, je fais des petits détours, mais le but, à la fin, c'est toujours, d'aller faire un petit coucou, à la mer. Mais j'ai eu, longtemps, là aussi, le côté vraiment urbain de Paris avec, voilà, j'ai tout testé, les quais de Seine, le parc des Buttes-Chaumont et puis même, parfois courir, près du boulevard des Maréchaux. Courir en bord de mer, est-ce que ça te ressource après une bonne journée de travail quand on a besoin peut-être d'évacuer un petit peu? Est-ce que ça fait du bien? Ah bah, clairement oui, puis ça c'est très, très vivifiant, D'ailleurs, cet hiver, j'ai pas mal expérimenté aussi le temps marin avec les bourrasques, quasi la tempête, même la grêle, et la pluie et ouais, non, c'est super ressourçant et même le matin, en fait, de partir courir et d'aller voir, le soleil, se lever, enfin les couleurs du matin en tout cas, c'est toujours un ravissement en fait, matin, midi ou soir, d'aller courir, au bord de l'eau. C'est vraiment quelque chose, ouais, de ressourçant avec le bruit des vagues et cetera. Enfin, le rêve, quoi. En 9 ans, est-ce que tu te souviens de tes premiers pas en course à pied? C'était à quelle occasion que tu as mis Heu, les baskets et que tu es parti courir? En fait, je dirais même que mes premiers souvenirs de course à pied, ça remonte à plus longtemps que ça, parce qu'en fait, c'était, lors du fameux cross du collège. Moi, j'avais 1 an d'avance et en fait, une année, j'ai pu grâce à la fameuse, enfin, ça devait être, 86 et 85 les années et du coup, j'ai pu accéder au cross départemental et ça, vraiment, ça avait été déjà, un premier sentiment de victoire. J'avais dû finir dans les 3 ou 5 premières de ma catégorie et donc j'avais pu aller au cross départemental et déjà, ça avait été quand même un voilà, quelque chose avec l'adrénaline. Bon, j'avais perdu ma chaussure, dès le début, mais dans la boue, les joies du cross. Mais, voilà et sinon pour parler, de ces 9 ans, le 1er dossard évidemment, ben, c'est toujours, significatif, c'était à la Parisienne. C'est souvent là que les femmes finalement qui habitent Paris, et la région parisienne, commencent et c'était mon objectif en fait, quand ma fille est née, de reprendre la course à pied pour courir la Parisienne, donc 5 mois après. Donc ça, c'était mon premier dossard. Après évidemment, bon, il y a eu du niveau et je pense que le premier, enfin, ouais, après il y a eu aussi, voilà, un autre chemin vers le semi-marathon qui a aussi été, quelque chose d'encore plus, symbolique et représentatif pour moi en termes, de course à pied. Pour cette course, la parisienne, tu t'étais préparé ou c'était une course comme ça, tu avais pris un dossard et tu t'étais dit, bon, je vais faire cette course sans trop d'entraînement? Non, non, déjà à l'époque, alors après, enfin, c'était en 2013, je pense que j'avais dû télécharger une application et puis suivre un petit programme, j'avoue que là, je sais plus, mais je pense que je m'étais fixée de courir au moins 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine.
Mais vraiment, voilà, j'étais devenue maman très peu de mois avant, donc je pense que c'était vraiment pour reprendre la course. Si je courais plus de 2 ou 3 kilomètres, enfin non, au début, je pense que je courais même pas. Faudrait que je retrouve mes statistiques de l'époque, mais je pense que voilà, je pense que c'était plutôt en termes de minutes, arriver à courir 10, 15 minutes. Mais là, j'avoue que ouais, j'avais dû m'entraîner, mais c'était plutôt voilà, histoire de bouger un peu plus. Mais à l'époque, il y avait pas encore cette notion d'entraînement comme j'avais pu le faire par la suite. Mais en revanche, en 2016, je me souviens que j'avais fait lors de mon premier 10 kilomètres, à l'époque j'avais couru en 1 heure. Bon, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais étudiante. Je l'avais couru donc en 1 heure, et là j'avais suivi un programme assez contraignant de 3 à 4 sorties par semaine. Je me souviens que je faisais ça à jeun et tout. Enfin, j'étais vraiment, enfin, ça me semble d'une autre époque, mais j'avais déjà cet esprit de faire consciencieusement les choses quand même, de pas y aller comme ça, voilà, sans préparation. Donc tu es quelqu'un de méticuleux, d'ordonné, tu fais les choses étape par étape, ou est-ce que bon, tu te dis voilà, je pars courir sans qu'il y ait vraiment de plan? Et est-ce qu'il te faut un objectif pour courir? Alors, mon mari, s'il écoute l'épisode, dira que je ne suis pas quelqu'un d'ordonné et de méticuleux dans la vie de tous les jours, mais en termes enfin, mon entourage de manière générale. Mais en matière de course à pied, c'est vrai que j'ai appris quand même que une certaine méthode était assez nécessaire, de pas brûler les étapes. Après, c'est sûr que il m'est arrivé des longues périodes où de faire ça au feeling, mais ça m'a pas forcément réussi, puisque par exemple pendant le confinement ou pendant qu'en 2021, quand il y avait pas encore trop de courses, j'avais fait par exemple un mois à 100 kilomètres, et j'avais passé un peu trop vite les étapes, et puis bah le corps s'était souvenu à moi, puisque bah, j'avais fait un syndrome de l'essuie-glace avec un arrêt obligatoire pendant quelques semaines. Donc du coup, on va dire que les fois où j'ai pas vraiment respecté, où j'ai pas vraiment écouté mon corps, le corps s'est rappelé à moi. Donc maintenant, j'ai tendance à l'écouter beaucoup plus, et à faire beaucoup plus attention à ça. Et après, voilà, là, en sortie de marathon, même s'il faut pas trop spoiler, je reprends même de façon très très raisonnable, je dirais. Donc je fais même très attention, alors que là, j'ai plus vraiment d'objectif. Je pourrais un peu faire n'importe quoi. Et même là, voilà, j'ai pas envie, je me préserve et je m'écoute. Et ça, c'est une grande leçon de la Lucie 2022. Donc avec l'âge, une certaine forme de sagesse s'installe dans ton environnement. Voilà, oui, et puis surtout que j'ai eu quand même des blessures. Enfin, j'ai été blessée au genou entre 2000 et 2005, et ça a un peu, comment dire, annihilé tous mes espoirs de sport quand j'étais plus jeune au lycée, où j'aurais pu faire du triathlon, et où j'ai eu vraiment très mal au genou avant d'être opérée et tout ça, et j'ai pas du tout, enfin, et c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai tellement besoin d'évacuer, d'être active, que voilà, j'essaie, oui, ouais, je pense qu'il y a une certaine maturité aussi, et puis voilà, j'ai envie de pouvoir encore continuer longtemps à courir ou même à marcher. Donc ouais, c'est l'âge qui, on va dire, oui, les âges et puis les blessures aussi, qui m'ont rendue comme ça aujourd'hui. Comment tu as réussi à surmonter cette blessure au genou? De quelle nature était-elle d'ailleurs? Bah, en fait, j'étais en seconde, donc je venais d'arriver au lycée. J'avais découvert donc le triathlon, bah, qui était encore inconnu, hein. Enfin, en 2000, on en parlait beaucoup moins que maintenant, et du coup, en fait, bah, en fait, on a fait une classe de ski dans le cadre du lycée, et puis, bah, moi qui avais plutôt un bon niveau en ski, bah, j'ai fait une erreur, bah, de toute façon les erreurs sont toujours bêtes, les blessures sont toujours bêtes, mais j'ai fait un peu l'idiote avec les copines à l'arrêt, et puis en fait, en voulant faire faussement un chasse-neige, ben, je suis tombée, et puis voilà quoi, bah, ça a pas été forcément super bien soigné à l'époque, parce que comme j'étais jeune et cetera, la douleur je connaissais pas trop,
Et 5 ans après, je me suis fait opérer, arthroscopie, bout de ménisque en moins. Mais j'ai été comment dire, opérée par un chirurgien qui s'occupait de sportifs professionnels, de basketteurs professionnels au Mans. Et du coup, il m'avait garanti que je pourrais recourir après, et c'est le cas puisque 17 ans après, voilà, je peux courir, et il faut juste que je fasse attention un peu à mes chaussures et encore, et tout va bien, quoi. Et tu t'en es jamais ressenti par la suite? L'opération avait vraiment été efficace sur le long terme, je dirais. Oui, après, il y a un peu la météo, quoi. Ça, tous ceux qui ont des soucis aux genoux, aux articulations, me comprendront. Voilà, il y a parfois, ça tire un petit peu, mais je pense que j'ai vraiment été super bien rééduquée aussi au niveau du quadri, etc. Et les muscles de la jambe ont vraiment pris le relais. J'ai peut-être des petites frayeurs de temps en temps, donc j'ai toujours un petit peu ma genouillère de temps en temps, mais franchement, c'est pas ça qui m'a le plus, dans les blessures que j'ai pu avoir ou les soucis que j'ai pu avoir après, c'est jamais venu de ce genou-là. Donc il m'a vraiment bien opéré, et j'ai vraiment eu une récup et une rééducation de compète, quoi, là-dessus. Donc de cette course-là parisienne, tu as enchaîné, Mmh. tu le disais, avec un 10 kilomètres Mmh. un petit peu plus tard. Ensuite, tu as voulu pousser un petit peu plus loin encore, jusqu'au semi-marathon, ce que tu évoquais. En fait, au moment où j'ai mis le doigt dans l'engrenage, c'est ce que j'expliquais un jour, à d'autres amis. En fait, à Paris, c'est tellement facile de se faire des courses. Donc, j'ai enchaîné pendant 2 ans toutes les courses, les 10 kilomètres qu'il y avait, parce qu'en plus, à l'époque, il y avait des 10 kilomètres quasiment dans tous les arrondissements, enfin voilà. Et en fait, mon objectif, c'était vraiment de me faire plaisir sur les 10 kilomètres, pas forcément en les préparant d'ailleurs. Et puis, j'ai eu une rencontre vraiment exceptionnelle. J'ai rencontré une femme qui s'appelait Mag, et qui avait le même goût du rugby que moi. Et puis, voilà, on s'est aperçus après en discutant, on s'est rencontrés par le biais du rugby. On allait voir les matchs de l'équipe de France de rugby ensemble, et puis un jour, en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait la même passion pour la course à pied. Et là encore, on a refait la course, la parisienne en 2014, et puis après, on s'est dit, on a femme de défi, on a eu envie de faire Paris-Versailles, parce que ça nous paraissait moins de 20 kilomètres, une course quand même assez, comment dire, physique. Enfin, il y avait quand même du challenge, parce que il y a la fameuse côte des Gardes. Et puis on s'était dit, allez, ça c'est notre objectif pour dans un an. Donc là, c'est la parisienne, et dans un an, on fait Paris-Versailles, c'est 16,2 kilomètres, avec cette fameuse côte des Gardes de 2,5 kilomètres qui approche parfois les 10%. Et puis voilà, moi j'ai commencé à m'entraîner donc au parc des Buttes-Chaumont, etc. Et puis après, on avait dit ouais, et puis allez, en 2016, on fera le semi-marathon de Paris sur notre lancée, si on arrive à faire Paris-Versailles. Et puis malheureusement, Mag a été diagnostiquée enfin voilà, elle a eu un cancer. Diagnostiqué en juillet 2015. Donc du coup, Paris-Versailles en septembre 2015, on l'a reporté. On a reporté toutes les deux notre dossard. Ce qui est bien avec Paris-Versailles, c'est qu'il y a cette bourse au dossard, donc du coup, voilà. Et puis, voilà, malheureusement, Mag est décédée en octobre 2015. Et, et 2 jours après son décès, j'ai vu une affiche, une promotion pour le semi-marathon de Paris de 2016 à Paris. Donc. Et là, je me suis dit, bon, voilà, il n'y a pas photo, il n'y a plus qu'à. Et je me suis engagée, comment dire, voilà, je me suis inscrite, et puis je me suis engagée à la courir en mémoire de Mag et pour moi. Et à l'époque, faut savoir que mes sorties, c'était 2 kilomètres, 3 kilomètres, enfin voilà. Courir un semi, donc 21,1 kilomètres 5 mois après, c'était de la folie.
Tu avais J'avais lâché pas complètement l'entraînement après le décès de cet ami? Ça t'avait Non, complètement justement, coupé les pattes? en fait, juste avant son décès, j'avais couru le Odyssea, qui est la course contre le cancer, et elle était avec moi aussi, enfin vraiment avec moi, pas physiquement parce qu'elle était à l'hôpital à l'époque, mais elle m'envoyait des messages, elle m'encourageait, enfin voilà, on avait une communication, enfin c'était quelqu'un, voilà, qui, même si elle vivait au plus profond de sa chair la douleur, était toujours là pour les autres, et elle elle n'hésitait pas à me secouer et à me motiver, pour y aller. Et donc en fait non, je continuais, mais voilà, je courais 5 kilomètres, 10 kilomètres maximum, j'étais au bout de ma vie quoi, au bout de 10 kilomètres. Non, non, je continuais, mais en fait, c'est arrivé très, très brutalement, et donc du coup, ouais, c'est vrai que j'avais plus envie de rester au fond de mon lit, on va dire, après son décès, surtout que voilà, c'était à une période, octobre a toujours été une période un peu compliquée parce que mon premier enfant est décédé, en octobre, 2011. J'ai dû interrompre, la grossesse, donc en plus, les 2 sont, enfin voilà, c'est un peu le moment, glauque, enfin tristoun du podcast, mais ils sont morts, tous les 2, le 12 octobre, donc à 4 ans d'écart, 12 octobre 2011 et 12 octobre 2015, donc forcément, voilà, à ce Ça moment-là, remue des choses en toi sur voilà. cette période-là. Ouais, et puis bon, dans le côté, aussi, je pense que ça fait partie aussi, enfin, c'est important de le dire parce que ça fait partie de moi aussi. J'ai mon père aussi, mon papa que j'ai perdu aussi quand j'étais toute petite, et qui est décédé aussi en octobre. Donc, le mois d'octobre, chez moi, n'est pas quelque chose que j'aime, mais bon. Et du coup, voilà, après ce décès, j'avais, je pense, 2 solutions. Soit vraiment, je me voilà quoi, je me laissais tomber, mais vraiment, voilà, j'avais toutes les raisons en plus, de m'arrêter, de rester au lit, et puis j'avais la solution, évidemment, que j'ai choisie parce que je suis comme ça. Il y a pas forcément d'explication, mais voilà, de me bouger, de me mettre, les 2 pieds debout et puis d'y aller, parce que finalement aussi c'est ce que Mag aurait voulu. C'était aussi lui rendre hommage, de courir ce semi, et puis, bah, c'est une forme de thérapie aussi pour moi, voilà. Et moi voilà, j'étais vivante, j'étais en bonne santé, donc pourquoi pas, quoi. Et du coup, voilà, j'ai repris l'entraînement, autour de moi, on me prenait un peu pour une folle parce que c'est vrai que de passer de 10 kilomètres à un semi, enfin, voilà quoi, mais je sais plus, je pense que j'ai pas pu m'entraîner énormément non plus, hein. J'ai dû Parce que là, faire tu avais un timing de de 4-5 5 mois. mois. Ouais, c'est Ouais. ça, entre 15 octobre et le mois de octobre, mars. 15 octobre 2015, 6 mars 2016, donc ouais, j'avais vraiment un timing très serré, en plein hiver, maman d'un bébé, enfin de 2 ans, avec ma vie professionnelle, et cetera. Donc en plus vivant à Paris, donc c'est pas non plus la même chose que pouvoir s'entraîner, enfin maintenant au Havre, j'ai une qualité de vie qui me permet aussi de m'entraîner beaucoup plus facilement. Alors, comment tu t'organisais pour justement pouvoir faire caler ces entraînements dans un emploi du temps, tu le dis, hein, de maman, de femme active, dans Paris? Quelles étaient tes journées? À l'époque, ça remonte, et puis c'est vrai que maintenant que je suis au Havre, j'ai un peu oublié comment c'était avant. Mais de mémoire, je pense que j'essayais de caser, une, enfin oui, en fait, je travaillais pas à temps plein à l'époque aussi, donc ça a aidé. Je pense que je devais faire 1 ou 2 séances dans la semaine, et puis une autre séance le dimanche, un peu plus longue. Je m'étais aussi programmé des courses, paliers. Donc il y avait un 10 kilomètres organisé par Audelot, qui était en février, je crois. Et après, j'avais dû m'organiser un 15 kilomètres, les foulées charentonaises. Ah ça, c'était quelque chose. À Charenton, 2 boucles de 7,5, où au bout de de 5 kilomètres, j'étais toute seule, sur ces longues, lignes droites, de Charenton et compagnie. Donc voilà, je m'étais déjà regardé, voilà, je m'étais fixé des objectifs, à court terme, quoi. Voilà, arriver à faire 10 kilomètres en février, 15 kilomètres,
je pense 2 semaines avant ou 3 semaines avant. Donc finalement, il y avait quand même une sorte de prépa. Je voulais pas arriver sans avoir connu ce que c'était que de courir 15 kilomètres avant le semi. En Donc te disant, j'ai fait 15, je pourrais aller jusqu'à 20. 21 et passer la ligne d'arrivée, ça, il y aura pas de ouais, souci. Donc, voilà. c'était des petites victoires, finalement. Voilà, ouais, c'est ça, 10, 15. et puis 21, ouais. Ouais, mais déjà, ouais, par palier. Pas se focaliser forcément. Déjà, ouais, chacune de ces courses était déjà une petite victoire et voilà, et un pas après l'autre, comme je le dis souvent maintenant, mais pour le marathon, mais finalement c'était déjà ça, ouais, un pas après l'autre, et en sachant exactement que l'essentiel c'était de terminer, peu importe le temps, voilà, mais que je voulais aller au bout, voilà, et je m'empêchais pas forcément de marcher, mais voilà, juste aller au bout. Et tout le monde autour de moi y croyait au final. Enfin, à la fin, voilà, et et puis c'était pour une noble cause aussi. Donc ça rajoutait finalement ouais, la course c'était un moyen. L'objectif ultime c'était surtout de rendre hommage à mon ami, et puis c'était mon parcours du deuil à moi, quoi. C'était ce que vous étiez promis avec le Mmh. Paris-Versailles que tu accomplissais à travers ce semi-marathon. Et est-ce qu'elle t'a accompagné tout au long Oh de oui. ces kilomètres? Tu y as pensé, je pense? Ah ouais, non, oui, oui. Ouais, ouais, beaucoup, ouais, c'était vraiment d'ailleurs, la photo, de l'arrivée, on peut clairement le voir, je lève les yeux au ciel, ouais, non, elle était avec moi, pour tout, j'étais en fait, c'était cette course du semi, ça a été un peu un résumé des étapes du deuil, avec, la colère, avec, les larmes, avec tout, voilà, quoi. J'ai tout évacué, et voilà, quoi, et je l'avais fait, et c'était moi, et j'étais capable, j'avais eu vraiment des moments difficiles, depuis énormément d'années, et là finalement, ben, grâce à cette course, et puis grâce à elle, parce que je pense que enfin, on sait jamais, mais je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à atteindre ce palier du semi-marathon, et à découvrir finalement une distance qui me convient et qui me plaît énormément. Donc oui, elle a été, enfin, de toute façon, elle est avec moi depuis, voilà, depuis 2015, ça fait 7 ans. Elle est avec moi quand je regarde un match de rugby, quand je cours, et puis voilà, et puis j'ai regardé en préparant l'émission, elle avait eu 36 ans en 2015, et là, moi, cette année, j'ai eu, enfin, ouais, j'ai eu 36 ans, et je vais en avoir 37, et c'est un peu aussi, comme pour mon père qui est décédé quand il avait 35 ans. Voilà, j'ai une année de plus pour moi, je suis contente de fêter mes anniversaires, parce que voilà, c'est une année de plus avec mes proches, une année de plus à pouvoir accomplir des choses, et profiter de la vie. Donc voilà. Ah non, elle est toujours avec moi. Donc, chaque sortie, chaque kilomètre, chaque pas, c'est une forme de thérapie. Tu dis, j'avance, moi, sur Mmh. mon chemin, et j'oublie pas ces personnes qui sont parties, peut-être trop tôt, peut-être pas au bon moment. Dans ton parcours de vie, tu continues, toi, à avancer. Donc, il y a eu plusieurs semi-marathons. Comment tu as savouré finalement cet accomplissement d'être arrivé au bout des 21,100 km de ce semi en 2016? Ben, j'étais contente, j'étais la plus heureuse. En fait, le truc, c'est que il y a eu ce semi, mais l'année 2016 a été aussi une année, encore plus particulière, parce qu'avec une amie de Mag, une amie commune, on a eu, j'ai eu envie, en fait, de continuer, et du coup, j'ai recouru, même à l'époque déjà, il y avait ce petit côté marathon, parce qu'on avait décidé de courir, à Lyon et à Paris,
puisque voilà, de se faire un match aller et un match retour quelque part. Et du coup, j'ai continué puisqu'en 2016, j'ai couru aussi mes premiers 20 kilomètres de Paris. Je crois que c'est une de tes courses fétiches. Et juste avant, j'avais été allée à Lyon et donc j'avais fait finalement à l'époque, donc j'avais couru quasiment 42 kilomètres en l'espace d'une semaine et j'avais vu que c'était possible. Alors là encore, hein, on parle pas de chrono avec moi, hein, mais parce que j'avais dû finir les deux facilement, non, en 3 heures, mais j'avais fini. J'ai expérimenté de passer après les éboueurs, de la signalisation finie aux 20 kilomètres de Paris. Mais voilà, en fait, c'était vraiment, j'ai tellement, ouais, je crois que je suis devenue accro au semi-marathon, puisque là, j'ai fait entre donc 2016 et puis aujourd'hui, j'ai couru 6 plus 2 plus 1, ça fait 9 semis. Donc voilà, en l'espace de 6 ans, avec en plus la coupure Covid. Donc c'est vraiment quelque chose, et je pense que le semi-marathon de Paris, bon, cette année, on y reviendra peut-être, mais je l'ai pas fait. Mais le semi-marathon de Paris restera vraiment ma course phare, mon rendez-vous finalement avec Mag. Et puis ça me permet aussi de revenir sur Paris et de retrouver des copains et des copines, quoi. Mais j'avoue que le semi-marathon maintenant de Paris, j'ai des émotions qui restent, mais j'ai pas plus de souvenirs. Enfin, juste être fière de moi, quoi. Et c'est vrai que cette médaille, je l'ai encore. Et ce qui est beau, c'est que la bénévole qui m'avait donné la médaille m'a donné une autre médaille que j'ai gardée, comme celle du Paris-Versailles que j'ai couru après. Et ces deux médailles, en fait, voilà, elles sont empaquetées. Et voilà, c'est mon côté un peu gris-gris. Et c'est celle voilà, que Mag aurait dû avoir et que je lui garde à jamais. De Paris, ensuite, tu as déménagé. Ça a été une volonté de quitter la capitale ou c'est professionnellement que tu as donc migré sur le Havre? C'est volontairement, on avait envie de changer d'air. On était resté 11 ans à Paris, on avait fait le tour. J'ai eu on va dire ça, hein, on va appeler un chat un chat. J'ai fait des burn-out et je me sentais mal à Paris, en fait. J'en pouvais plus, en fait, littéralement, trop de stress. Et du coup, en fait, on a cherché, enfin, puis moi, j'avais une envie de mer, et on est arrivé au Havre, voilà, en 2018. Et Même si c'est pas bon pour les genoux, parce qu'il y a plus d'humidité quand même. ouais, mais au final, on s'y fait. Le corps s'y fait. Et il y a pas tant d'humidité que ça, finalement. Je crois que j'avais étudié au niveau des statistiques, des météos. Mais voilà. Mais bon, courir au bord de la mer fait tout oublier. Donc ça a été quelque chose que tu as continué, même si tu le dis, hein, avoir vécu du stress avec la vie parisienne. Tu n'as jamais stoppé la course à pied depuis que tu as mis tes premières chaussures. Ça a été quand même un fil conducteur, ce besoin justement de sortir, d'aller t'aérer et de pouvoir continuer une activité sportive. Dans toutes tes périodes, même les plus difficiles, tu as toujours pratiqué une activité sportive. Oui, j'ai dû arrêter à des moments parce que justement le moral était trop mauvais, mais au final, je me suis rendu compte à quel point, enfin, j'ai dû stopper quand même des mois entiers. Enfin, après, de toute façon, même chaque sportif finalement coupe à un moment donné, ce qu'on appelle la coupure annuelle. Donc, sans le savoir, je faisais une coupure annuelle. Mais ouais, non, ça a toujours été hyper important. À part voilà, les moments où j'étais vraiment très mal au point et les moments de blessure, puisque j'ai aussi eu une aponevrosite plantaire, donc du coup qui m'a laissé, j'ai pas pu courir pendant quelques mois aussi. Mais sur les 9 ans de course à pied, on va dire que ouais, peut-être que ça a été 9 mois maximum de coupure. Et mais sinon, ouais, les baskets toujours. Et même si c'était pas pour courir, c'était pour marcher.
J'ai fait une partie du GR 21 entre Le Havre et puis Fécamp, au bord des falaises, etc., avec une amie en 2020. Donc non, toujours quand même marcher, le mouvement, voilà. Et le vélo quand je suis en vacances. On sent en toi, Lucie, quelqu'un qui est dans le partage. Tu dis avec cet ami, c'est quelque chose auquel tu tiens de partager finalement ces souvenirs, ces moments sportifs avec d'autres personnes. Et est-ce que c'est des valeurs qu'on retrouve dans le rugby peut-être? C'est pour ça peut-être que tu aimes ce sport. Ah bah oui, les valeurs du collectif, du partage, on va tous ensemble. Il y a le fameux proverbe là, seul, On va plus vite. seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, clairement. Après, dans mes entraînements au quotidien, j'aime bien être seule, mais j'aime bien aussi partager. C'est vrai que quand ma sœur vient au Havre, je partage facilement des séances avec elle, ouais. Et surtout, il y avait eu ça aussi avant la pandémie. Ouh là là, la dernière course à laquelle j'ai participé en mars 2020, c'est là que je m'étais rendu compte aussi que c'était important. J'étais partie sur les 15 kilomètres et au bout bon, bah, évidemment, j'étais à l'arrière. Et il y avait une femme, elle s'était inscrite à la 5 marches non chronométrées, mais elle courait. Mais en fait, elle avait peur du chronomètre, la peur de finir dernière. Et du coup, avec moi, bah, elle avait quand même couru 10 kilomètres. On avait couru 10 kilomètres ensemble et elle m'avait laissé après pour la dernière. Et en fait, enfin, oui, je veux pas être un modèle parce que j'ai pas comment dire, j'ai pas les chevilles assez grosses pour, j'ai pas comment dire, je suis pas assez, j'ai pas une estime de moi assez importante pour ça. Mais oui, en fait, c'est pas forcément le partage, mais aussi montrer que c'est possible, en fait. Voilà. C'est si moi je peux le faire, enfin, c'est pas, tout le monde peut le faire parce que j'aime pas non plus cet impératif. Mais oui, il y a ce partage d'expérience parce que moi aussi, ça m'a aidé à une certaine période aussi. Et je trouve que bah, pas forcément qu'en course à pied, parler des choses, ça fait que les autres se disent ah bah oui, moi aussi j'ai vécu ça ou j'ai eu ce truc là. Et finalement, ben ça fait réveiller un petit peu peut-être la braise qui était endormie. Ouh là là, je suis très poétique, mais ça fait, voilà, ça souffle sur cette braise et d'un coup, hop, on se dit allez, moi si elle peut y arriver, je peux y arriver. Et c'est vrai que ouais, il y a j'aime bien partager à mon petit niveau, mais si ça peut motiver quelqu'un, ben c'est cool. Déjà moi ça m'a motivée, donc c'est essentiel. Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment un petit niveau? Tu as, entre guillemets, eu la parole de évidemment, j'étais à l'arrière, évidemment, j'étais, on va dire, plutôt derrière. Moi, je trouve que Mmh. c'est honorable. Parcourir 21 kilomètres aujourd'hui, enfin, si tu mets sur une carte une distance de ton domicile jusqu'à 21 kilomètres 100, bah, ça représente quand même un sacré chemin. Donc, Ah oui, oui, c'est non dans mais ton tempérament peut-être de vouloir d'être modeste, ouais, être oui. modeste, c'est ça. Oui, ouais, bah oui, oui, ça et pourtant aujourd'hui je suis marathonienne, donc en plus, je veux dire, ça Ah, ça va. y est, elle a spoilé. Elle a révélé à la fin. Mais ouais, bah oui, parce que voilà, je pense que oui, j'ai pas un petit niveau. C'est vrai qu'on en a déjà discuté tous les 2. J'ai un niveau quand même aussi déjà, voilà, c'est vrai que j'arrive à courir, en fait, je suis une tortue. J'ai de l'endurance, mais je vais lentement. Mais c'est vrai que je vais au bout. Mais il y en a beaucoup, enfin, en fait, c'est pas seulement après physique, c'est aussi mental, je pense. Parce que il y a une fois aussi à Bordeaux, semi-marathon de Bordeaux, j'ai un peu l'impression de faire Mère Castor, raconte-nous des histoires. Mais au semi-marathon de Bordeaux qui avait lieu la nuit, au bout de 8 kilomètres, j'avais eu un souci de ceinture qui me serrait, enfin bref, voilà. Et il y a eu la voiture balai et qui me dit: «Madame, voilà, bon, si vous voulez, voilà, vous pouvez vous arrêter, il y a un bus». Et puis bah, moi, non, moi j'étais partie pour faire un semi, j'étais allée, de Paris à Bordeaux même. Je me demande si c'était pas du Havre à Bordeaux. Enfin bon, voilà, j'avais déjà fait tout ce chemin-là. Non, moi je voulais aller au bout, quoi. Et je suis allée au bout. Mais c'est vrai que,
voilà, après c'était avec, pendant 13 kilomètres la voiture balai, qui fermait la route. Mais c'était aussi, c'est vrai que ouais, j'ai peut-être cette ténacité. Mais en même temps, voilà, c'est en moi, en fait. Je me vois pas abandonner, enfin, si vraiment j'avais un souci physique, j'abandonnerais parce que pour moi, c'est pas un échec, ça voilà, comme on dit, soit on réussit, soit on apprend. Mais mais ouais, j'ai un petit niveau quand on quand on se compare, mais il faut pas se comparer. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai pas des chronos de rêve, moi c'est pas la performance qui enfin, finalement si, c'est une performance quand même parce que je vais au bout, mais j'ai toujours un là tu appuies vraiment sur le sur, le sujet sensible parce que finalement c'est vrai que, si on se moque du chrono, j'ai un palmarès, quand même déjà assez conséquent après 9 ans de course à pied, il faut le dire. Il faut le dire, justement, parce que je trouve qu'il y a même un côté méprisant, tu vois, quand tu dis, il y avait la voiture balai, 8e kilomètre qui m'a accompagné jusqu'à l'arrivée. Bah, moi, je trouve que tu as autant de mérite que la personne qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Enfin, c'est d'aller au bout. Et je pense qu'il n'y a pas de petite performance, que ce soit un 5, que ce soit un 10, un 15, un 20 ou un marathon, quel que soit finalement le niveau de performance, bah, c'en est une. Tu peux te considérer comme une athlète. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est vrai que ça, c'est aussi très franco-français, je pense. Enfin, je vais pas non plus lancer des polémiques, mais pour avoir vu un peu aussi des courses, par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis, où en fait déjà se bouger, voilà, sortir de chez soi, se bouger, participer à une course, c'est déjà un exploit. Et en fait, les limites horaires sont beaucoup plus importantes. Et on peut laisser quelqu'un finir un 5 kilomètres dans des horaires beaucoup plus larges, en fait. Et ça, c'est vrai que je pense que si j'habitais autre part qu'en France, peut-être que je ne tiendrais pas ce discours-là, parce que l'essentiel finalement c'est se bouger. Et c'est vrai que voilà, et de mettre les chaussures et de s'inscrire à une course. Et ça et finalement après on adopte des stratagèmes, partir plus tôt dans des sas beaucoup plus rapides pour avoir le temps de finir tranquillement. Et finalement c'est nous qui nous adaptons au système plutôt que le système qui s'adapte à nous. Mais bon, j'ai l'impression que ça change. Mais voilà, encore une fois, plus que la course à pied deviendra populaire, plus les gens oseront et plus les mentalités changeront. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important qu'on nous entende aussi, nous, les athlètes, mais les athlètes non professionnels. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu mets tes baskets et que tu accroches un dossard, on peut se considérer comme athlète. À chacun ses défis. J'ai fait une course qui était ma première depuis le mois de septembre, donc hier, et les gens me disent, ben, Seb, t'as bien couru? Je dis oui, j'ai bien couru, mais toutes les personnes qui étaient réunies ont bien couru. À partir du moment où on prend le départ et on franchit la ligne d'arrivée sans qu'il y ait de pépins, on va dire, physiques, bah, c'est déjà une réussite. Après, bah, certains vont aller plus vite, d'autres un petit peu moins vite. Mais c'est vrai que sur ces grosses courses parisiennes, on voit qu'il y a quand même bah, tout l'environnement, toute l'infrastructure où bah, peut-être les gens vont déjà commencer à plier bagages alors que les derniers n'ont même pas franchi la ligne d'arrivée. Donc ce côté un petit peu mérite ben, n'apparaît pas trop, contrairement à ce que tu disais dans des courses peut-être à l'étranger où on va valoriser l'effort, on va valoriser et encourager peut-être les dernières personnes. Je me rappelle de marathons peut-être aux Pays-Bas où le dernier était vraiment porté, encouragé, mais avec une haie d'honneur, mais peut-être en faisant plus de bruit que si le premier était arrivé. Et Mmh. on le voit pas toujours sur nos courses en France, c'est vrai. Oui, et puis en fait, je dirais, mais enfin, je corrigerais même ce que j'ai dit tout à l'heure parce que finalement, j'ai tendance à me dénigrer. Mais je pense aussi qu'il y a un côté rebelle, en fait. On me dit: «Ah ouais, il faut le finir, opérativement». Enfin, moi, il y a un côté aussi, déconstruction, à dire: «Ah ouais, OK, il faut le finir en moins de 2 heures». Ben, moi, je vais mettre 2h30, enfin, c'est pas forcément une volonté, mais au final, de dire: «Ben, voilà». Et ouais, il y a un côté quand même un petit peu rebelle de vouloir un peu pousser les barrières et pour que toutes les personnes, hommes ou femmes, enfin voilà, se sentent autorisées en fait à pouvoir courir et c'est pour ça que franchement ces 15 kilomètres du Havre, ça reste un souvenir, impérissable parce que je m'étais dit: «Mais en fait, il y a tellement de personnes qui se bloquent quoi». Tout ça pour des
des questions de regard aux autres, des regards des autres aussi. C'est pas forcément, enfin voilà, c'est vrai que moi maintenant, le regard de l'autre quand je cours, quand je m'entraîne ou quand je participe à une course, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui compte pour moi, c'est ma satisfaction personnelle et d'avoir l'impression d'avoir rempli mon contrat. Voilà, point barre. Les autres, c'est cool, voilà, pour partager sur Instagram ou ailleurs. Le partage, voilà, puisque c'est une de mes valeurs essentielles. Mais sinon, une fois que je commence à courir, il y a que moi et moi et mes moi et ma tête, c'est déjà pas mal à gérer, donc on est déjà voilà. Il faut déjà que je limite mes pensées paralysantes et parasites, et déjà ça, c'est déjà un bon combat. Est-ce que la course à pied t'a aidé mentalement à évoluer sur ces 9 dernières années? Je pense. Je pense aussi qu'en tant que maman, ça a montré à ma fille que, bon, c'est bête, mais l'essentiel, c'est de participer. C'est clair qu'au départ, je faisais trop attention à ce que pouvaient penser les autres, que maintenant, en fait, je m'en moque. Oui, mentalement maintenant, je pense que quand il y a quelque chose qui m'arrive dans la vie, je me rappelle, voilà. En 2017, sous la pluie, le semi-marathon de Paris, où il faisait froid, où c'était horrible, ben t'es allé au bout. Et non, ouais, je pense que même sans, c'est inconscient, mais clairement, ouais, ça m'a aidé dans ma vie, ouais. C'est pas pour rien que les autres me surnomment Warrior maintenant, la guerrière. C'est que je pense que c'est quelque chose maintenant qui même transparaît. Enfin, voilà, mais ouais, et j'espère un jour vraiment en être persuadée. Ça reste encore, c'est pas encore ça, mais voilà, j'y travaille, on va dire. Alors, après ces 9 semi-marathons, il y a Mmh. une envie d'aller encore plus loin. Comment elle est Mmh. venue? Tu avais fait le tour Mmh. de cette distance du semi? En fait, c'est le côté expérimenté. Qu'est-ce que ça fait de devenir marathonienne? En fait, j'ai une de mes plus grandes amies qui enchaîne les marathons parce que c'est sa distance favorite et tout ça, qui m'en parlait, qui m'incitait à m'inscrire. Coucou Eugénie. Et un jour, en fait, je suis allée au salon du running en même temps qu'elle, et puis je me suis inscrite au marathon 2019 en me disant j'arrive bien à courir 2 semis en l'espace d'une semaine. Finalement, un marathon en une fois, ça devrait être faisable. Et voilà. Donc ça, c'était en 2019. Et puis après, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que certes l'inscription c'était bien, mais après il fallait quand même mettre pas mal de choses en place. Et là encore, il fallait une petite période de gestation, d'affiner les paramètres. Et puis en fait, je devais le courir tout simplement aussi en 2020. Et puis il y a eu le Covid et ça a été annulé. Mais ouais, j'avais envie, voilà. En fait, voilà, pour tout avouer, j'ai quand même déjà eu 2 inscriptions, euh, 2019, 2020, ouais. Au bout jamais 203, mais la troisième fut la bonne. Donc là, sur la troisième, tu t'es dit, je peux pas passer à travers. Il faut que j'aille au bout. Je vais pas pouvoir me contenter juste de prendre l'inscription. Il faut que je mette en place tout ce qu'il faut, tous les éléments pour pouvoir conduire ce projet marathon jusqu'à son terme, jusqu'aux 42 km 195. Voilà, avec ces précédentes expériences finalement de préparation avortée, et puis je pense aussi de manque de courage quelque part aussi, mais en même temps j'avais eu aussi des expériences de copains qui avaient fait leur premier marathon mais sans être forcément bien préparés, et ça avait été un calvaire pour eux et tout. J'avais pas envie, moi mon but c'est de continuer à courir, donc je voulais pas m'en dégoûter. Donc pour ce marathon 2022, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai étudié chaque paramètre et je me suis entourée d'une équipe solide et sur laquelle je pouvais me reposer. Jusqu'à présent, tu pratiquais vraiment seul, en autodidacte, ou avec peut-être des applications qui t'apportaient des plans d'entraînement. Là, quels étaient les facteurs
manquant justement que tu avais pointé du doigt? Comme j'ai tendance à à pas mal gamberger, Heu, je trouvais qu'en fait, le côté préparation, le plan d'entraînement, il y a tellement de sources actuelles. Enfin voilà, il y a les applications et cetera. Il y a des plans qu'on peut trouver sur internet et tout ça. Il y avait tellement de choix que moi je passais mon temps à regarder, à me demander quelle était la séance qui était la mieux, enfin bon, je passais un temps fou et au final pour rien faire. Et du coup, ouais en fait, ouais, j'ai eu le club c'était pas pour moi avec mes horaires de maman et professionnels, c'était pas possible, le soir, je peux pas, aller à un club. Donc la solution pour moi, ça a toujours été finalement, un plan d'entraînement, pas en autodidacte, mais assez suivi, mais bon. Et à un moment donné, en fait, juste avoir les séances, ça suffisait pas. Il fallait vraiment que je décharge, toute cette charge physique, enfin, du plan d'entraînement, d'organisation. Il fallait que je la décharge à quelqu'un. Et puis, bah, ce quelqu'un, ce fut toi, Seb, qui a accepté de me supporter durant ces 6 derniers mois. Et franchement, ben, c'était top, quoi. C'était ce qu'il me fallait. J'avais pas à réfléchir. J'appuyais sur la montre et hop là, c'était parti, quoi. Bon, il te fallait quand même courir, mais c'est Oui. vrai que bon, on a eu un long échange avant de se lancer dans ce projet marathon. Fin octobre, début novembre, donc quand même une préparation relativement longue qui t'ont conduit jusqu'à la ligne d'arrivée donc de ce marathon de Paris le 2 et 3 avril. Mais effectivement, tu as eu des semaines en plein hiver, parfois compliquées, avec une grande ténacité, sans que ça pose de difficultés. Est-ce que tu te voyais justement seul pouvoir accomplir avec autant de sérieux ces différents entraînements? Je pense pas. Sincèrement, je ne pense pas parce que j'aurais négocié avec moi-même. Voilà, parce qu'on connaît tout ça, hein. «Oh non, allez, je vais pas la faire celle-là». Là, en fait, quelque part, je te devais, enfin, il y avait ce côté-là de rendre un peu des comptes et je pense que, ouais, c'est ça qui bon après, je sais pas parce que je voulais tellement aussi faire. Je ne sais pas, je là-dessus, c'est de l'utopie, enfin, c'est de l'imagination. Mais je pense que sincèrement, non, j'aurais pas pu là, tout de suite, toute seule, aller au bout. Quand franchement, quand il y a des rafales de 80 kilomètres, des tempêtes de grésil avec le grêlon qui sortent et tout, on pense que c'est de la neige et tout. La plupart, en fait, de mes copains, ils me disaient: «Mais tu folle, toi, tu vraiment». Enfin, j'avais vraiment cette volonté, puis ça entraîne le mental finalement, hein. Mais ouais, je pense que j'aurais raté beaucoup plus de séances. Vraiment, vu le temps qu'on a eu pendant cet hiver. Je crois que la plupart des sorties longues, tu avais soit du vent, de la pluie ou des conditions limites de tempête. Donc en scrutant la météo. Ouais, je me souviens de certaines séances de fractionnés où le vent était contre moi, où c'était bien sympa, j'avais l'impression de rester sur place. Mais ouais, non, bizarrement, tous les samedis, c'était des conditions apocalyptiques. Mais en même temps, c'est ça qui fait que le jour J, je me disais, voilà, j'ai tout, enfin, ça fait un peu vraiment super-héros, quoi. Mais j'ai tout affronté maintenant, les 42 kilomètres 195, c'est rien par rapport à ce que j'ai pu avoir. Voilà, ça fait partie aussi de l'histoire, de la légende. Mais ouais, clairement, je pense que franchement, une prépa hivernale au Havre, après pour les marathons ou les courses de printemps, il y a rien de mieux. Venez au Havre, vous entraîner. Et sur cette prépa, comment tu l'as vécu? Est-ce qu'il y a eu des moments de moins bien, des moments de fatigue? Je te laisse l'exprimer. Moi, je vais pas me mettre en avant aujourd'hui. C'est toi qui es l'invité. Hem, je dirais que, ouais, enfin, finalement, il y a eu, comme on a pris du temps, beaucoup de semaines de préparation. Enfin, moi, je savais que ça serait une préparation longue et qu'il fallait, prendre son temps. Et en fait, la première partie, on va dire, donc de mi-novembre où j'avais fait le 10 kilomètres de Deauville, où je t'ai contacté, et puis après jusqu'à début janvier, tout roulait vraiment, sur des roulettes. Alors oui, j'ai eu un petit souci, je crois, en termes de basket, enfin bon. Mais vraiment, et là encore, on avait trouvé ensemble, une technique, de visualisation,
à base de musique aussi, parce que j'adore courir en musique. Et du coup, voilà, c'était reparti. Et en fait, aucune hésitation. J'y croyais vraiment dur comme fer. Et puis, ouais, fin janvier, là, j'ai eu un coup de mou. Et puis, j'ai eu le Covid qui m'a rattrapée. Et là, pendant 2-3 semaines, beaucoup d'hésitation. Déjà, en plus, parce que voilà, hein, j'étais malade, j'ai dû me rétablir et ça tombait pas vraiment dans la bonne. Enfin, ça aurait pu être en mars, ça aurait été encore plus compliqué, mais ça m'a bien atteint. Je me demandais vraiment si je pourrais aller au bout. On a dû, pareil, enfin, j'ai dû faire un choix puisque j'avais le semi-marathon de Paris où j'aurais dû m'aligner un mois avant. Et au final, j'y suis pas allée. Et je pense que ça a été la meilleure décision de cette prépa. Mais à part, on va dire, cette période de 3 semaines, euh, le mental était quand même là, en fait. Le physique, c'était compliqué, mais le mental était là. Le physique est en Mm. janvier, il me semble, si on regarde les stats, je crois que tu as parcouru plus de 100 kilomètres ou tu as basculé au-delà des 100 Ouais, kilomètres, donc ouais. un total important par rapport à ce que tu avais fait précédemment et la forme était vraiment là. Le Mm. Covid a un petit peu contrarié les plans, mais finalement ça a été salvateur pour la suite en ayant, comme tu l'as dit, mis de côté le semi de Paris qui de toute façon n'aurait pas été, comme tu me l'avais indiqué, possible au vu de l'état de forme que tu avais après ce virus. Ouais, et puis je pense que clairement ça m'aurait mis un coup au moral. Et là, j'aurais eu les idées parasites. Parce que j'avais déjà fait ça justement le 6 septembre, courir le semi-marathon de Paris en 2021. Et à la fin, j'étais là, non, dégoûtée, j'allais pouvoir courir un marathon. Et là, en fait, finalement, je faisais une petite. J'esquivais, mais c'était pour mieux aller. Et ouais, ouais, et c'est vrai que là-dessus, ouais. Et pour revenir juste sur les stats, là j'avais regardé et j'ai quand même couru 400 kilomètres. J'ai fait 52 heures de course à pied pendant ces 52 heures de course à pied pendant cette prépa, quoi. C'est en plus donc de ma vie familiale, de ma vie professionnelle. Placer 52 heures, je sais pas où je les ai placées aujourd'hui, mais voilà quoi. Et ouais, non, finalement, c'était un très bon choix de ne pas aller au semi pour mieux arriver au marathon. Alors ces dernières semaines jusqu'au marathon, comment tu les as vécues, comment tu les as appréhendées? Quand je dis appréhension, c'est comment tu les as abordées. Est-ce qu'il y avait peut-être des doutes, des craintes par rapport à cette échéance qui se rapprochait, ou est-ce que tu étais concentré, focus sur les semaines sans pour autant te projeter trop loin? En fait, j'étais vraiment dans un objectif aussi de récupérer, de me reposer et de récupérer après le Covid. Je pense qu'il y avait ça en première partie. Hem, En 2, il y avait quand même, essayer de faire au mieux les séances puisque bon élève un jour, bon élève toujours. Donc mais en fait, j'étais vraiment séance par séance, en fait, je me projetais pas. J'essayais, ouais, quand même d'avoir une bonne alimentation, de bien dormir, voilà les choses, finalement, mais j'avais pas j'étais pressée, en fait. À la fin, je rongeais mon frein, j'avais qu'une envie, c'est d'y être, quoi. Le 3 avril, c'est vrai que les dernières semaines, elles sont dures et puis en plus on ralentit, on diminue. Là où il faut dormir le plus, je faisais des insomnies. Moi qui suis une grosse dormeuse, j'arrivais plus à dormir. Hem, donc là, clairement, ouais, et il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive ce marathon, en fait. Les dernières semaines, c'est juste, c'est quand qu'on arrive, quoi. C'est vraiment ça, hein. Et les derniers jours, alors sur cette dernière semaine, comment tu t'es organisé pour arriver de la meilleure des façons jusqu'à cette ligne de départ? Est-ce que voilà, tu peux donner ton mode opératoire? Comment tu t'es organisé pour être vraiment fraîche, dispo le dimanche 3 avril au matin? Déjà, je me suis organisée de telle sorte, que j'ai fini, j'étais en week-end finalement, enfin j'ai pris mes dispositions pour être en week-end le jeudi midi. Du coup comme ça, j'avais pour objectif donc de partir, à Paris, donc de faire le trajet, le vendredi.
de me consacrer le vendredi finalement à tout ce qui est retrait du dossard, visite du salon du running pour faire des petits coucous à des copains et puis même pour aller sur des stands comme Run Motion Coach ou bien tes connaissances de l'IRC. Et voilà, donc j'avais prévu vraiment un vendredi social et un samedi détente. Parce que j'ai déjà connu ça, en fait, d'arriver le samedi et de faire la veille de la course et finalement on piétine beaucoup et on s'épuise et on arrive le dimanche épuisé. Donc j'ai vraiment organisé un week-end parisien où je n'avais que moi à gérer. Et au final, ça a marché, voilà, de prévoir au mieux voilà, mon hydratation d'avant-course, mes repas d'avant-course et puis voilà quoi, et d'être la plus sereine possible au départ. Alors j'ai quand même failli oublier mon dossard. Dans la nuit, je me suis réveillée en me disant mince, mon dossard, je l'ai pas pris. Donc là, il a failli y avoir un gros loupé et une grosse crise d'angoisse évitée. J'en rigole maintenant, mais après coup quoi. Sur le coup, je me suis dit mais j'ai failli vraiment faire un truc. Mais sinon, j'avais donc bien préparer les affaires et même le dossard. C'est très très utile. Il servira à rien s'il reste dans le sac à la maison. Alors ce dimanche 3 avril, à quelle heure tu as pris le départ et dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que tu as réussi à manger le matin? Est-ce que la nuit avait été quand même reposante ou on dort pas forcément bien la veille de son premier marathon? Je m'étais couchée très tôt, pour moi 22h. Voilà, parce que je m'étais dit toute heure que je prends au début de la nuit, au moins ça sera ça de prix. Et donc du coup, ouais, j'ai dû me réveiller vers 5h, 5h30. Et j'ai mangé en fait, même si c'était plus tôt que prévu, tant que j'avais faim en fait. Tant que voilà, je sais, parce que moi on en avait discuté ensemble d'ailleurs. J'avais qu'une angoisse, c'est de ne pas arriver à manger le petit déjeuner. Et du coup, voilà, j'ai réussi. Après j'avais quand même un long chemin en métro pour rejoindre la place de l'Étoile. Donc du coup, je m'étais quand même prévu des petites réserves, puis de l'eau, etc. Du coup, ouais, je suis partie peut-être un peu plus tôt que prévu, mais finalement c'était bien parce que arrivé sur place, les consignes, les organisateurs du marathon, franchement là-dessus ils ont abusé. Aucune signalisation et la place de l'Étoile, elle est grande et comme c'est une étoile, hein, comme son nom l'indique, il y a beaucoup d'avenues et donc du coup heureusement, bon voilà, j'ai quelqu'un qui m'a indiqué, mais là je commençais un peu à flipper. Mon départ était prévu à 9h20, je suis arrivée sur place à 8h, mais heureusement finalement que je suis arrivée si tôt, quoi. Voilà, parce que au moins ça m'a permis d'aller jusqu'aux consignes, de bien déposer mes affaires, de bien reparer, de retourner, parce que finalement en fait les avenues Foch, les consignes sont assez loin pour pouvoir quand nous on arrive à la fin, qu'elles soient assez près, mais quand pour le départ en fait c'est l'inverse du coup, voilà. Donc du coup, ouais, beaucoup de marche à pied. Au final, j'ai dû marcher, ouais, pas mal, enfin peut-être 5-10 kilomètres avant, quoi. Enfin, de 5 kilomètres, on va dire, ouais. Et voilà. Et puis en fait, le truc, c'est que je savais que j'allais aller au bout. En fait, une grande sérénité, voilà. J'étais sûre que j'irais au bout et que je serais marathonienne. Quand on me connaît, c'est quand même assez étonnant et stupéfiant. Même moi, je me suis étonnée. Un grand calme, en fait. Voilà, on y était. Le truc pour lequel je me prépare depuis des années psychologiquement et puis des mois physiquement. J'y étais. Il y avait plus qu'à. Et là, en revanche, après, l'attente dans le SAS était très longue puisqu'on devait partir à 9h20 et on est parti à quasiment 10h. Et ça, je pense, ça fait partie des points négatifs qu'on abordera peut-être plus tard. Mais c'est ça, je pense, qui m'a aussi un peu coupé dans mon élan, voilà, qui m'a un peu gênée. Mais ouais, j'étais zen, j'ai retrouvé ma copine Eugénie, on a discuté. Voilà quoi, j'avais mes écouteurs prêts, j'avais ma montre, très important. Et voilà. Sachant que les conditions météo n'étaient pas non plus optimum. Il faisait relativement frais, il y avait eu du vent, de la tempête sur les jours qui avaient précédé, donc une petite incertitude quant à la tenue, Oui. quoi porter, quoi
quoi mettre, on va dire, pour se protéger du froid, tu l'as dit. Donc, Oui, parce qu'il neigeait en fait. Quand moi je suis arrivée, alors au Havre il neigeait pas, mais sur la route dans le train, j'ai vu vraiment de la neige quand je suis arrivée à Paris, mais il faisait très très froid. Moi qui m'étais habituée à courir en short et t-shirt, j'étais là, wow, jusqu'au dernier moment, j'étais pas sûre. Et au final, voilà, j'ai alors un conseil, acheter prendre sur soi des couvertures de survie. Ça peut toujours servir. Et finalement, ouais. Et puis comme on peut prendre aussi des vêtements qu'on peut laisser après. Donc moi, je m'étais prévu, voilà, des vêtements à laisser, un jogging, un haut. Et puis au final, voilà, parce que et puis les copains de l'IRC, de l'International Running Club, m'avaient conseillé de me dire que c'est vraiment le plus important, c'était dans le sas en fait. C'est là qu'on avait le plus froid qu'une fois parti. Et c'est vrai, ça c'est pas un sujet à prendre à la légère. Même si là, encore une fois, je pense que mon entraînement au Havre a fait que j'ai pas du tout grelotté ou d'autres ont grelotté. Mais ouais, donc ouais, non, c'était pas forcément. Enfin, finalement, c'était des conditions idéales parce que il a fait beaucoup moins froid que prévu. Il y avait très peu de vent et beaucoup ont dit que c'était des conditions vraiment idéales pour un marathon. Ni trop chaud, ni trop froid. alors, une fois que le starter était parti, comment tu as abordé cette course, ces premiers kilomètres? Tu t'étais fait un plan, tu avais déjà repéré l'intégralité du parcours de façon très méticuleuse? Ouais, je savais que le premier semi-marathon était beaucoup plus facile que le second. Puisque c'est à peu près le parcours du semi-marathon de Paris, qu'il fallait pas partir trop vite parce que le départ est en pente. On a beau le lire, le relire, l'écouter, l'entendre, se le répéter, ben on part trop vite. Mais ouais, donc je savais qu'il y avait ça. Je savais qu'il y avait voilà une montée vers le 8e. Je savais qu'après voilà il y avait les quais de Seine, donc les quais avec une succession de descentes montées, des tunnels jusqu'au 30e qui étaient symbolisés par la Tour Eiffel. Donc ouais, j'avais quand même étudié à fond le parcours. Je crois que j'étais vraiment au taquet. Et du coup, en fait, entre ça, c'est de la théorie et la pratique. En fait, voilà, comme je suis partie sur un sas beaucoup plus rapide que moi, pour comment dire, parce que je voulais pas non plus finir trop tard. Enfin, je voulais vraiment partir tôt pour finir pas trop tard. Et là, en revanche, j'ai vécu vraiment un inconfort pendant les 15 premiers kilomètres. D'ailleurs, ça s'est ressenti par les messages que j'ai pu envoyer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une énorme foule et on n'est plus habitué non plus à ce qu'il y ait beaucoup de monde en fait dans Paris. Et du départ jusqu'à la rue de Rivoli, c'était la folie. Alors c'était très bien aussi parce que ça nous portait, mais en fait c'était trop. Enfin, les gens étaient vraiment s'amasser. On avait l'impression d'être à l'arrivée du Tour de France. En fait, on n'avait qu'une courte file pour passer. Ils coupaient vraiment la moitié de la rue. Et les gens, les coureurs, c'était le SAS 3h45, je crois. Ils allaient très très vite en fait. Et c'était voilà, j'étais vraiment pas dans des conditions idéales, on va dire, pour commencer. Et puis moi, je regardais ma montre parce que voilà, ouais, j'étais pas trop dedans. Enfin bon, le début était vraiment compliqué. Et puis même au ravito, les gens bousculaient, alors que je faisais attention d'être en fin de ravitaillement pour justement gêner personne, mais je gênais quand même quelqu'un qui me trouve. Enfin voilà, j'étais bousculée pas mal. Donc en fait, le début jusqu'au 15e kilomètre, on va dire, c'était vraiment pas agréable. Et, j'ai beaucoup de, enfin, j'ai beaucoup de regrets quand même à ce niveau-là, mais bon, c'est le jeu. Et après, arrivé à Vincennes, là, plus personne d'un coup. Et là, heureusement finalement que j'avais la playlist OUA où j'avais des copains, des proches qui m'avaient laissé des messages d'encouragement et des musiques. Heureusement aussi qu'on peut nous suivre via par l'appli parce que j'ai une amie qui avait été marathonienne en 2021 en octobre qui m'a dit allez là t'es à Vincennes, faut pas que tu lâches et tout. Et en fait j'avais un coaching en 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 temps direct? réel, en direct. Et là, j'avoue qu'à un moment donné, j'ai coupé les notifications parce que ça n'arrêtait pas. Mais les gens étaient. C'est ça qui est fou aussi, en fait. C'est toutes ces. Enfin, moi, je suis quelqu'un, voilà, qui va souvent vers les autres, qui aide. Et là, pour une fois, c'était moi la personne aidée, la personne soutenue. Et c'était
quelque chose de fou, quoi. J'ai mis peut-être 24 heures avant de pouvoir tout lire, tous les messages, de tout écouter et tout. Les messages vocaux, j'avais dit, allez, vas-y, sur WhatsApp, envoyez-moi des messages. Et j'étais, mais, enfin, voilà, c'était magnifique. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a apporté. Et puis, je voulais la voir, cette tour Eiffel au 30e kilomètre. Donc, j'ai pas, le retour sur Paris, c'est fou, à la Porte Dorée, ces encouragements, ces frissons, enfin, c'est vraiment quelque chose de magique. Et puis après, voilà, il y a ma sœur qui me rejoint sur les quais de Seine. Alors, on lui avait mal indiqué le pont, donc elle est allée trop loin. Donc enfin, il y a des anecdotes tout le temps, quoi. Il n'y a pas eu un petit souci dans un tunnel? Si, ouais, il y a eu un manque de lumière après le jardin des Tuileries. Je sais pas encore comment il s'appelle ce tunnel, mais ouais, non là, et justement là, c'était après la place de la Concorde justement, parce que j'ai une amie, une deuxième, enfin donc j'avais ma sœur au bout du 24e et une amie qui est arrivée et elles m'ont éclairé toutes les deux avec leur lampe de téléphone, ouais. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu aussi la surprise de voir un ami que j'avais pas vu depuis 4 ans qui était là et j'entends allez courage Lucie et je me retourne et je le vois là et lui comment il pouvait être là, enfin il y a eu des surprises mais sinon ouais, c'est vrai qu'il y a eu et finalement c'est tant redouté puisqu'on avait parlé ensemble des quais de Seine, finalement c'est passé tout seul parce que voilà, j'ai marché dans les montées et j'y suis allée, quoi. Et finalement, arrivée à la Tour Eiffel, il y a déjà 30 kilomètres. Et moi, j'étais là, mais j'avais jamais couru plus de 21,1 kilomètres. Donc, à chaque fois, j'étais là, mais j'ai couru 22, j'ai couru 23. Mais à chaque fois, en fait, c'était des petites victoires, en fait. À l'image des années, que tu évoquais tout à l'heure, là, c'était 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres supplémentaires jusqu'à cette tour Eiffel. Et puis, la fin, alors, comment tu l'as vécu? Il y a eu un coup de mou, il n'y a pas eu de coup de mou, il y a eu un mur, il n'y a pas eu de mur? En fait, je crois que là-dessus, j'ai bien géré mon ravitaillement. J'avais fait le choix, ou parfois discuté, hein, de prendre avec moi des flasques et mes gels. Et franchement, je crois que ça m'a servi parce que du coup, j'ai pu vraiment bien m'hydrater. Alors peut-être, non pas trop, mais je pense que juste ce qu'il fallait. Et du coup, en fait, le mur, ben, je pense que après, je pense que j'allais pas, enfin, j'avais le temps, j'ai laissé à mon corps le temps aussi de récupérer. Et c'est ce que je dis souvent depuis, c'est qu'en fait, voilà, le corps pour le marathon, c'est comme une voiture, en fait. Il faut lui donner du carburant vraiment régulièrement. Et ça, là-dessus, j'ai vraiment bien respecté. Peut-être fait un peu trop, mais voilà. J'étais prudente. Et du coup, ça s'est bien fait. Et on dit souvent aussi que le marathon, c'est 30 kilomètres avec les jambes, 10 kilomètres avec la tête, 2 kilomètres avec le cœur et 195 mètres avec les larmes. Et clairement, c'est vrai qu'après 30 kilomètres, c'est la tête, quoi. On voit la ligne verte et on se dit, allez, hop, un pas après l'autre. En plus, c'est compliqué. On arrive dans le bois de Boulogne. Il y a beaucoup moins de monde. En plus, ils nous font faire un petit... Enfin, le parcours on nous fait revenir sur nos pas. Enfin, voilà, c'est pas très très cool parce qu'on se dit ah ouais donc mais en fait ça j'ai pas trop de souvenirs parce que j'avais ma meilleure amie et donc et puis ma sœur avec moi en fait et qui m'ont encadrée et du coup qui m'ont portée jusqu'à l'arrivée en fait et c'est pas très très clair. Là, j'avoue que c'est ce que m'a dit ma sœur tout à l'heure parce que je lui ai dit, elle m'a dit ouais non, je pense qu'à partir du 35e, t'étais plus très 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 lucide en fait. Donc à un moment donné ouais, et je me souviens plus de tout, quoi. Je me souviens aussi du paysage, mais j'avoue que j'avais qu'une envie, c'était d'arriver à la fin. Alors, c'est 195 derniers mètres. Avec Mmh. les larmes ou sans les larmes? Ah bah, Ou c'est avant, même peut-être encore plus. ouais, en fait, mais les 2 m'ont laissé au 41e et là, c'était la folie, quoi. Là, j'ai acheté les photos d'ailleurs et on voit, il y a ouais, beaucoup, beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, ouais, même en reparlant, en fait. Non, ouais, beaucoup d'émotions et c'est pas très, très photogénique, en fait, les larmes à la fin. Mais ouais, beaucoup de larmes et d'y être arrivée et voilà, je suis arrivée donc en 6h15 et c'était pas le temps que je m'étais fixé au départ, hein, mais en fait, à la fin, j'en avais plus rien à faire, en fait.
J'étais marathonienne. Et c'est vrai que cette arrivée avec l'Arc de Triomphe, puis ce public aussi qui était encore là quand même, parce que moi je suis arrivée finalement à 16h15, qui était encore là, et c'est magnifique, quoi. C'est ouais, beaucoup de larmes, mais des larmes vraiment de joie, quoi. Et C'est pour ce que une j'allais te fois, demander. De joie ouais, ou autre? Non, de joie. non, de joie. Vraiment, pour une fois, là, c'est un tsunami d'émotions positives. Et, euh, et ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé, autant de joie, quoi. Autant de bonheur. Et j'ai mis plusieurs jours avant de m'en rendre compte, en fait, aussi. Voilà, j'ai vraiment savouré. Et je crois qu'aujourd'hui, je m'en rends vraiment compte aussi en te parlant 3 semaines après. Et Mm. donc, l'atterrissage, comment Mm. il s'est passé? Et je voulais juste revenir sur ce que tu as dit, hein, 6h15, c'était pas le temps prévu, mais je suis allé jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que quand on fait un marathon, en 6h15, c'est pas un marathon? Je Ben, pique là, volontairement, hein. ouais, mais qui viennent courir avec moi pendant 6h15, en fait. Je pense que clairement, faut beaucoup plus enfin, c'est pas une question. Enfin, si, oui, il faut quand même beaucoup plus de volonté. Enfin, non. Ah, je vais pas dire ça parce que je vais pas non plus lancer une polémique. Mais il faut aller au bout. En fait, l'essentiel, c'est de passer la ligne d'arrivée, peu importe le temps, en fait. Parce que enfin, j'en ai discuté avec des gens qui finissent en 3 heures ou en 4 heures, et ils ont beaucoup de respect pour moi parce qu'ils se voient pas, en fait, courir autant de temps. Il faut pouvoir courir 6h15 aussi. Et, et ouais, j'avais fait un petit post comme ça. Après, je l'ai rectifié sur Instagram. Mais en fait, d'ailleurs, justement, j'ai eu que des positifs, enfin que du positif. Mais bah, il faut le faire, c'est tout. L'essentiel, c'est de s'inscrire et d'aller au bout, peu importe le temps. Je pense que ouais, c'est différent, mais c'est un exploit dans les deux cas, en fait. Ça dépend après de la préparation, ça dépend du temps disponible aussi. Moi, franchement, avec le temps que j'avais, avec la maladie que j'ai eue aussi et tout, c'est déjà énorme d'être allé au bout. Donc il y a pas pour moi, on est marathonien, point. J'ai la médaille, hein, comme les autres. Bah exactement. Et la médaille alors, elle rejoint les autres que tu appelais gris-gris tout à l'heure? Celle-là, Mmh. elle a une saveur Ah, particulière? celle-là, elle reste avec moi pour le moment. Elle est avec moi dans mon sac. Pour le moment, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais ouais, elle est j'arrive pas encore à la lâcher. Elle est pas encore dans la boîte. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais j'ai encore besoin de l'avoir pour me rappeler, pour m'aider à digérer tout ça. Donc je sais pas, là, suspense sur son devenir. Mais oui, elle rejoindra en effet ma première médaille du semi-marathon et du Paris-Versailles, ouais. Un jour, mais pour le moment pas encore. Dans ces quelques heures, ces quelques jours qui ont suivi justement ton passage de la ligne d'arrivée, quelles ont été tes pensées envers peut-être tes proches qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé durant toutes ces semaines, durant ces mois, te voyant sortir en plein hiver, te voyant braver les éléments? Quels ont été leurs mots de ton mari, de ta fille et de tes amis? Beaucoup, beaucoup de fierté, des retours hyper positifs, des gens très très émus. J'ai fait pleurer pas mal de copines, je crois. Ma fille a suivi en surlignant chaque kilomètre pendant 6h15. Quand on a 9 ans, faut savoir la patience que c'est finalement de pouvoir suivre sa maman comme ça. Mon mari, super fier, super soulagé que je sois arrivée au bout sans blessure. Alors lui, il m'a dit on va peut-être attendre avant de retenter l'expérience du marathon parce que j'étais infecte pendant 3 semaines. Apparemment, j'étais très 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 stressée avant. Euh, c'est vrai que je n'avais que ce mot-là à la bouche. Donc beaucoup de fierté, beaucoup de félicitations. Les collègues qui me font la surprise de m'accueillir avec une affiche personnalisée pour me féliciter,
une amie qui m'envoie le parcours du marathon avec mon chrono. Et puis surtout aussi pendant ceux qui ont réussi j'en pleure, qui ont réussi aussi à me choisir des musiques et cette playlist elle reste à vie quoi, parce que voilà, ils ont choisi des musiques pour moi pour ce moment-là. Et il y en a qui sont très très bien pour tomber quoi. Respire de Gaël Faye, Le dernier jour du disco, voilà, il y a des musiques vraiment qui sont voilà, qui m'ont fait du bien le jour même. Et ouais. Et puis évidemment ma sœur et mon amie Marguerite qui ont couru avec moi 15 kilomètres, qui ont été finalement mon premier public, et sans elles, je sais pas si j'aurais pu aller au bout. Donc ouais, beaucoup de retours positifs. Et c'est ça aussi qui fait que je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Ouais. Comment tu vas pouvoir transposer ce parcours du marathon dans ta vie personnelle et professionnelle aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu vas pouvoir peut-être réutiliser? Tu le disais tout à l'heure, hein, j'ai affronté les éléments, c'est difficile, donc je sais que je pourrais y arriver. Là, avec ce marathon, c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que tu vas pouvoir, toi, utiliser dans cette boîte à outils du marathon dans ta vie quotidienne? Je pense que je le sais pas encore. Ça viendra au fil des mois. Déjà, je pense que ouais, le pas après pas, c'est vraiment quelque chose. Un peu comme Rocky, un coup, enfin un pas, un coup, un match, voilà, enfin un round d'un match. Il y a un peu ce côté-là, quoi, de prendre le temps, de pas s'affoler, que peut-être, voilà, ouais, de pas stresser tout de suite, quoi, d'attendre, voilà, de que ça va aller finalement, de lâcher un peu prise, de se faire confiance, de me faire confiance, que j'ai tout en moi pour y arriver. Et c'est vrai que moi là, ma vie avec les traumatismes que j'ai vécus, ma confiance en moi, mon estime de moi ont bien été cabossées. Et je pense qu'avec ce marathon, voilà, il y a la fameuse phrase aussi de Zatopek, courir un marathon, ça change une vie. Et je pense que ouais, clairement ça change la vie, mais j'attends de voir un peu encore. C'est encore trop frais, mais en tout cas, il y a une chose de pas lâcher. Et on peut laisser tomber, enfin on peut tomber, mais il faut pas laisser tomber plutôt. Voilà, un peu never give up quoi. Mais c'est vrai que c'est aussi un peu le parcours ne sera pas forcément toujours droit. Il y aura des difficultés, mais au bout il y aura toujours quand même la victoire, la réussite, le bonheur. C'est ça. On peut avoir aussi des grands drames dans sa vie et un jour on a le bonheur. Voilà, il faut y croire. Voilà, ça fait un peu mais je crois que c'est ça aussi, un jour ça paye quoi. Voilà, c'est pas no pain no gain parce que parfois j'aimerais bien de moins souffrir, mais parfois on peut vivre des belles choses. C'est pas se donner les moyens non plus parce que ça fait très moralisateur, mais voilà, un jour il faut pas abandonner. Voilà, on peut y arriver. Et donc, quelques semaines après ce marathon, comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu as récupéré? Est-ce que l'envie de peut-être remettre un dossard est déjà présente, ou est-ce que là tu te laisses du temps? J'ai très peu eu de courbatures, puisque là encore une fois, je pense que je me suis préservée, je me suis économisée et du coup, j'ai eu les jambes qui ont démangé très rapidement. J'ai dû courir une semaine après, mais j'y suis allée lentement. Clairement, oui, j'ai un objectif, j'en ai même plusieurs. À moyen terme, j'ai le Paris-Versailles, voilà, qui va arriver fin septembre, avec la volonté de mieux le réussir que la précédente fois, de lui faire honneur. Et le semi-marathon de Paris de l'an prochain. Clairement là, je me laisse du temps aussi pour profiter, juste courir, parce que
comme je disais, c'est une habitude chez moi, donc j'ai besoin de courir. Donc, enfin, c'est même pas un besoin, c'est juste, oui, ça fait partie de mon équilibre. Donc, quand j'en ai envie, j'y vais. De remettre un peu de vitesse aussi, du fractionné. J'aime bien le fractionné. Donc voilà, mes objectifs sont déjà là. Ouais, je suis pas encore tournée vraiment vers le futur. Je suis en entre-deux, mais j'ai déjà des objectifs, ouais, pour justement pas tomber non plus dans le blues du marathon, de se dire mince, que faire à maintenant. Je m'étais déjà inscrite en fait au Paris-Versailles avant le marathon, donc j'avais déjà cet objectif lointain, ce qui permet de pas trop déprimer. Et un second marathon, tu l'envisages ou tu as accompli quelque chose et tu dis bon, on verra. Tu te laisses du temps peut-être également là. Ouais, parce que là, c'est quand même une préparation assez dure, et puis me connaissant, je vais vouloir évidemment mieux faire que cette fois-ci. Et là, clairement, on me dit dans 6 mois, tu recommences, non. Donc un marathon, j'aimerais bien faire le marathon des JO de Paris 2024. C'est vrai que, ouais, je suis pas la seule, hein, je pense à le vouloir. Mais ouais, pourquoi pas un marathon d'ici 2 ans. Mais là, pour le moment, j'ai envie de me concentrer sur les semis, d'améliorer un peu. C'est pas, encore une fois, c'est pas une amélioration d'un chrono, même si finalement ça sera le but final. Enfin, ça sera la conséquence, mais de mieux gérer mon effort pendant un semi, de moins marcher, de plus courir, et voilà quoi. Mais le marathon, non, pas pour le moment. Puis je veux pas faire subir ça à mes proches, une prépa aussi difficile. J'ai pas envie non plus. J'ai envie de rester quelqu'un qu'on apprécie. Donc ouais, d'ici 1 an et demi, 2 ans. Bon, en tout cas, moi, Lucie, je voulais te remercier d'une part pour m'avoir fait confiance dans ce projet lorsque tu m'as contacté pour t'accompagner, parce que je suis vraiment dans un accompagnement plus que du coaching. C'est vraiment quelque chose multifacette. Il n'y a pas que de donner des séances. Ça a été un lien permanent depuis ce mois d'octobre. Et je tenais justement à mettre ton témoignage à l'honneur sur le podcast aujourd'hui. D'une part par ta ténacité, parce que tu l'as dit, hein, tu as traversé des moments de vie qui n'ont pas toujours été faciles. Et malgré ça, tu as continué à avancer. Ton investissement, il a été sans faille, en dehors de ce Covid qui t'a un petit peu éloigné des baskets pendant quelques semaines. Mais ça a été un entraînement sans faute, avec des séances toujours réalisées, bien exécutées, malgré des conditions météo. On l'a vu sur Le Havre. Là, tu fais pas la promotion de l'Office du tourisme du Havre, hein, en vantant les conditions météo difficiles, mais un investissement sans faille, et puis cette énergie, ce positif que tu dégages à travers toutes ces courses que tu as pu nous vanter et nous raconter aujourd'hui, avec ce point d'orgue donc du marathon. Donc merci à toi pour ce témoignage. Mais avec plaisir, et merci vraiment Seb, parce que voilà, c'est vrai que tu as été la pièce du puzzle manquante en fait, pour que j'arrive à mener à bien ce projet. Et merci, tes paroles me touchent. Merci à toi, Lucie. Alors, sur les réseaux, comment on peut te retrouver si les gens veulent venir échanger avec toi, si des personnes sont en train de peut-être projeter une course, que ce soit un 10, un semi ou un marathon, comment ils peuvent venir vers toi? Mais c'est sur le site, le compte Instagram Run Ta Life. Donc voilà, je pense que tu le mettras en description. Oui, je mettrai les liens. Voilà, le lien, donc voilà, où j'échange. J'ai même donné envie à une personne de s'inscrire à son premier marathon à Amsterdam. Donc voilà, je vais je vais des émules. Donc voilà, sur mon compte, il y a pas de souci pour venir me parler, échanger. Et puis voilà, j'ai eu aussi pareil d'énormes témoignages, ouais, en message privé après. Et c'est vrai que, dernier petit truc, voilà, quand on vit des trucs très durs, finalement le marathon, c'est la joie, et c'est rien par rapport à ce qu'on a pu vivre avant. Donc voilà, ouais, vous pouvez me rejoindre sur Run Ta Life.
Bon merci Lucie, et pour les gens donc qui aujourd'hui veulent se lancer des défis, croyez en vous, allez jusqu'au bout, que ce soit un 5 comme tu l'as dit, un 10 jusqu'au semi, au marathon. On n'est pas dans de la banalisation de la performance, à chacun ses défis, et le chrono, on le laisse de côté, hein. Voilà. Merci Lucie. Avec plaisir, merci à toi. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.